Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de Medi Investigation. Aujourd'hui, votre émission de reportage vous propose un coup de projecteur sur l'événement Afrique en capitale, un hommage culturel à la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Pendant un mois, entre le 28 mars et le 28 avril dernier, Rabat a abrité de nombreuses expositions, concerts ou encore conférences. Le programme a été élaboré par la Fondation nationale des musées et ses partenaires. Presque tous les musées de la ville ont été réquisitionnés pour l'occasion. De nombreuses galeries ont accueilli des artistes africains de renommée internationale. C'est le cas de la Fondation CDG qui a ouvert ses portes à l'artiste malien Abdoulaye Konaté. Le musée Mohamed VI, lui, a notamment accueilli une collection privée unique. Et à la Villa des Arts, c'est la déesse de la terre, Gaïa, qui était à l'honneur. Le tour d'horizon de ces événements culturels tout de suite avec notre reportage signé Ilam Berada. Vibrante et contemporaine, la scène artistique africaine s'expose à Rabat. Afrique en capitale est une manifestation artistique multidisciplinaire d'envergure. Expositions, cinéma, conférences, art urbain, musique, tout un programme pour accueillir tout un continent. Rabat Ville Lumière se positionne ainsi comme une grande capitale culturelle africaine. Une trentaine de pays participent à cet événement, parmi eux la Côte d'Ivoire et son artiste de renommée internationale, Médéric Tureil. Le jeune artiste installé au Maroc entre Marrakech et Casablanca nous a ouvert les portes de son atelier casablancais. Sur ces toiles, le visage du continent se dessine avec les nouveaux dandys, connu également sous le nom de sapeur, un véritable phénomène au Congo et en Côte d'Ivoire où s'habiller est une manière d'exister. L'art pour décrire la société, pour clamer les attentes, le travail de Médéric Tureil en est un parfait exemple. Je suis en train de travailler sur la même collection que le African Royalty. Je suis dans une démarche au fait d'Africains très fiers, très branchés. Une Afrique en fait qui crée sa propre mode. Tu vois, qui a le vrai mélange de cultures. Ouais. Et comme vous avez constaté, en fait, ce que je fais, c'est que la culture des sapeurs, des gens branchés, des gens qui aiment vivre malgré qu'ils n'ont pas grand-chose dans leur poche, qui aiment bien paraître. Parce que le physique pour l'Africain, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest, on aime beaucoup s'exprimer, tout ce qui est visuel. Donc du coup, j'aime bien faire ce genre de mélange, par exemple un costume très pagne avec une espèce de de pantalon africain à gros bas. C'est ce mélange de culture avec un chapeau melon et tout. Ça donne une certaine fraîcheur. Voilà, et ça je pense que j'y tiens à le mettre dans mes œuvres en fait. Parce que moi-même je suis le pur exemple, j'aime bien tout ce qui est branché, tout ce qui est... Voilà donc. Et surtout que c'est truffé de couleurs, les pagnes, les trucs et tout, donc il y a tout pour pouvoir plaire. À 38 ans, cet artiste ivoirien est déjà bien installé dans le cœur des collectionneurs et des galeries. Cette passion artistique date de son enfance. C'est à l'âge de 4 ans qu'il émigre aux États-Unis avec ses parents et commence à s'intéresser au dessin. De retour dans son pays natal en 1995, il entame des études d'art plastique. En 1999, à peine 20 ans, il est élu meilleur jeune plasticien d'Afrique de l'Ouest. Ma démarche artistique, en fait, c'est une quête sans fin, en fait. Parce que quand je réfléchis, je suis tout le temps en train de chercher la... c'est-à-dire ce qui moi peut me plaire d'abord et ensuite plaire aux autres, mais j'ai l'impression que je suis jamais satisfait. Donc voilà, net que je finis une toile, je la mets de côté et je pense que je peux faire mieux. Je crois que même d'ailleurs c'est le moteur, c'est ça qui me donne toujours l'envie de pouvoir créer au fait.
parce que je suis jamais satisfait, voilà, de mon travail. Je préfère ne même pas voir mes anciens travaux. Ça paraît ridicule, mais des fois même c'est une espèce de dégoût. Parce que je me dis à l'époque, pourquoi j'ai pas fait mieux que ça? Plus complexe qu'il n'y paraît, l'œuvre de Médéric Thuraey suggère une interrogation sur la relation à l'autre, sur le vivre ensemble. Pour cela, il associe différentes techniques sur ses œuvres, telles que la peinture acrylique, les pastels à l'huile, le graffiti et le café. Sa sensibilité s'exprime en couleurs. Non, mais moi je pense que l'essence même de l'Afrique, ce sont les couleurs. Quand on parle d'Afrique, on pense tout de suite aux couleurs. Et moi je ne fais que transmettre ça dans mon travail. C'est aussi simple que ça. En tant qu'Africain, je pense qu'il est impératif que je dégage ça, qu'on sente la couleur quand je suis quelque part, on sente que j'ai de l'énergie à donner. Voilà. Parce que je me suis toujours dit au fait que ce que l'Afrique doit vendre, c'est plutôt ses richesses, les richesses culturelles. Et tout ça, c'est de la couleur. Tout ça, c'est... quand on prend par exemple les différentes ethnicités, les cultures et tout ça, pour moi, je le vois comme de la couleur. Voilà, c'est des couleurs variées et qui peuvent justement, avec tout ce qu'on est en train de faire, les nouvelles démarches africaines pour l'Afrique du renouveau, on peut entremêler nos couleurs et puis faire de ça une palette. Voilà. Retour à Rabat et plus précisément au musée Mohamed VI d'art contemporain pour découvrir cette palette d'artistes africains venus des quatre coins du continent. Un regard sur l'Afrique est l'intitulé de cette exposition inaugurée en mars dernier par le roi Mohamed VI qui était accompagné du souverain Abdallah II de Jordanie. D'où qu'ils viennent et quelle que soit leur forme d'expression artistique, que ce soit le dessin, la peinture, la photographie ou la sculpture, il y a un vrai échange, un dialogue. Un dialogue qui a rassemblé deux artistes, le franco-congolais Koukan Tadi et le franco-tunisien Wahib Shahata. L'exposition Présence commune est le fruit de leur travail à Marrakech où ils étaient hôtes de la résidence d'artistes Jardin Rouge et la fondation Montresso, partenaire de cet événement culturel. Wahib Shahata révèle au public et pour la première fois la série Renaissance, Ntadi Kouka offre pour sa part une rétrospective de ses 4 années de recherche picturale sur le guerrier Bantou. En Afrique, en tout cas, où il y a un rapport beaucoup plus étroit entre l'art et l'artisanat, on a finalement toujours un peu dénigré ça et j'ai l'impression que ça fait que quelques années qu'on reconnaît vraiment les artistes et le rôle des artistes africains dans l'histoire de l'art.
Donc le fait que la ville de Rabat et que le Maroc mettent en avant comme ça l'art africain à travers un événement culturel aussi important, je pense que c'est vraiment une reconnaissance et c'est vraiment un geste qu'il était important d'apporter en tout cas à l'Afrique. Ouais. Pour ma part, c'est ma première consécration, donc ça a une double, triple, quintuple importance. Non, je trouve que tout fait sens ici. Nous qui sommes des enfants de l'immigration, mais qui avons gardé une attache très particulière, on n'est pas inscrit dans la rupture, on n'est pas dans le déni, on n'a pas de problème particulier lié à cette recherche d'identité, puisque notre identité est multiple. Et il se trouve que cet événement nous a consacré, a fait sens parce que voilà, moi, le travail que j'ai fait, par exemple, il se trouve que mes figures sont d'apparence noire, mais pour autant, elles font appel à une mythologie qui est beaucoup plus universelle. Et c'est pas un travail sur l'Afrique, c'est un travail qui part de l'Afrique pour la resituer dans l'universel, et non pas dans l'espèce d'enclave dans laquelle on a voulu l'enfermer, comme il disait très justement, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas là en train de regarder de l'art africain. Ou alors si on regarde de l'art africain, on le regarde avec un œil universel, avec une portée beaucoup plus importante, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus lumineuse. Et c'est vrai que ce dispositif qui a été mis en place, en tout cas qui nous a permis d'exposer, en tout cas de montrer ce dialogue, nous permet de croire à la puissance universelle du dialogue. Une Afrique dépeinte dans des œuvres qui nous enrichissent autant qu'elles nous interrogent. L'exposition, bien conçue, évite les pièges d'une vision stéréotypée et exotique, déjoue les clichés et ne tombe pas dans le travers du folklore. Ici, toutes les formes d'art sont représentées. Je ne réfléchis pas comme un photographe, je ne suis pas dans l'instant de la photo. Je prends mon temps, je construis, je prends très peu de clichés, très souvent un seul. Je m'impose cette discipline pour justement être dans un rapport comme un peintre face à sa toile. Je travaille d'après photo et je retranscris en peinture. Donc on a un petit peu une démarche qui est à l'inverse, mais finalement qui se rejoint parce que finalement la technique, que ce soit de la peinture, que ce soit de la photo, tout ça c'est une question de technique. Parfois, les rassemblements d'artistes provoquent des cacophonies où chacun crie plus fort que l'autre. Afrique en capitale n'est pas ce genre d'exposition. Ici, les artistes chantent ensemble. L'événement orchestré par la Fondation nationale des musées met donc à l'honneur les talents créatifs africains. Musique, exposition, art urbain, Afrique en capitale est une passionnante traversée de la création et la créativité contemporaine africaine. Il y a un retour vers ce que j'appellerais une reconnaissance à l'égard des talents africains. C'est essentiel. Vous devez absolument savoir qu'aujourd'hui, des artistes africains sont reconnus sur le plan mondial. Et on a cette chance d'avoir les plus grands. Donc, on a surtout une collection, ce que j'appelle la vision, le regard d'un collectionneur qui a voulu rester anonyme et qui nous a prêté la plus belle collection, je pense aujourd'hui au monde, de peintres africains et qui se trouve au Maroc et dont on bénéficie au premier étage du musée. Et c'est vraiment un magnifique regard sur ce que j'appellerais l'Afrique contemporaine.
l'Afrique contemporaine réunie à l'étage du musée Mohamed VI. Dans cet espace, et sous le titre « Un regard sur l'Afrique », des œuvres issues d'une collection privée unique, elle offre une exploration originale de cette scène artistique contemporaine. Tableaux, sculptures, objets de design, cette sélection adopte délibérément la diversité. En réunissant ces œuvres, l'exposition entend mettre en lumière l'extrême diversité de l'art de ce continent immense qui mêle tradition ancestrale et grande modernité. D'abord, l'Afrique en capitale est une manifestation atypique. C'est une première au Maroc de réunir autant de disciplines pendant le même mois. Il y a du cinéma, de l'art visuel, des expositions exceptionnelles d'art moderne, des expositions liées au patrimoine, de la musique, mais il y a aussi de l'art urbain. 5 murs sont peints, 5 murs de Rabat sont peints par des artistes exceptionnels. Et il y a également des débats d'idées, des sujets extrêmement importants, surtout des sujets d'actualité liés à la mobilité, liés à la diaspora, liés aussi à la littérature féminine africaine, mais aussi au lien commun entre les deux rives de Sahara, mais aussi un bel hommage à Senghor. En tout cas, c'est une manifestation très particulière parce qu'elle réunit aussi beaucoup d'institutions, c'est-à-dire qui vont de la fondation nationale des musées à toutes les institutions culturelles de Rabat. Donc c'est une manifestation qui est aussi particulière parce qu'elle montre une Afrique debout, une Afrique d'aujourd'hui, une Afrique moderne, une Afrique qui regarde l'avenir. L'art africain n'est pas que des masques et de vieilles statuettes en bois, si fascinantes soient-elles. L'Afrique a opéré une formidable mutation, elle s'est bel et bien réveillée tout en restant fidèle à ses traditions. De nouveaux artistes, jeunes et moins jeunes, construisent leur propre démarche artistique. L'exposition est tout simplement une invitation au regard, à l'exploration. En fait, ce sont des expositions hétéroclites, bien évidemment, mais qui montrent cette diversité africaine, qui montrent ce que l'Afrique est en train de connaître comme mouvement. Donc, des collections qui sont disparates, des visions qui ne sont pas forcément homogènes quand on les voit de l'extérieur, mais quand on les voit de l'intérieur, on voit bien évidemment qu'il y a un fil conducteur qui relie tous ces éléments qui restent l'Afrique et son histoire. C'est-à-dire, si on prend à titre d'exemple les artistes nigériens qui figurent dans cette exposition, on va voir qu'ils ont leur propre langage artistique, ils ont leur propre idéogramme, ils ont créé leur langage qui est propre à eux, et ils ont créé également leur manière de faire, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi les courants, ils sont ouverts bien évidemment, ils vont intégrer leur patrimoine culturel dans leurs œuvres, et on va bien voir dans leurs œuvres que ce ne sont pas des gens qui ont fait tabula rasa sur leur patrimoine artistique qui était considéré comme moderne ou comme ancien, mais ils vont l'adopter et ils vont le traiter autrement. Autre lieu, autre exposition, nous sommes au musée de Banque el Maghreb. Ici, ce sont les relations du Maroc avec l'Afrique subsaharienne qui sont expliquées aux curieux. Hors de l'Afrique, Parcours et Destinée raconte les axes du commerce caravanier. Or, argent, objets de luxe et sciences se croisent au sein de cette exposition. Le circuit raconte cette histoire millénaire qui unit le Maroc et l'Afrique. C'est une véritable traversée historique et passionnante de nombreux siècles d'échanges culturels et spirituels. Un voyage qui nous emmène du Maroc au Sénégal, de l'Éthiopie au Kenya ou encore au Mali. Banque el Maghreb a l'honneur et le privilège de participer à ce partenariat et à cet événement à travers cette exposition dédiée au commerce de l'or et aux routes caravanières qui ont permis toute une histoire d'échange
et de liens avec l'Afrique subsaharienne. Un événement exceptionnel pour la ville de Rabat, qui plus est, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui fête une relation avec un grand R, c'est-à-dire la relation entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Si les autres partenaires le fêtent au présent, nous, on l'a fait au passé. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur une histoire millénaire, vraiment une histoire millénaire, qui parle d'un mouvement incessant entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne à travers le commerce de l'or. Donc c'est mystérieux. L'or, qu'est-ce qu'il a ramené au Maroc? Qu'est-ce qu'il a pu permettre de mettre en valeur au niveau des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne? C'est toute l'histoire que nous racontons à travers cette exposition. C'est-à-dire que depuis la haute antiquité, depuis même la préhistoire, les trouvailles le prouvent, il y a eu des échanges entre cette contrée de l'Afrique, qui est à l'extrême nord de l'Afrique, c'est le Maroc, et le reste de l'Afrique subsaharienne, au-delà du Sahara, pour l'échange non seulement de produits ou de matériel naturel comme l'or, ou manufacturé comme les céramiques et les vêtements et les armes, mais aussi l'échange des idées. Et nous mettons l'accent sur cet échange des idées, parce que grâce à ce commerce de l'or, nous essayons à travers cette exposition de montrer que ce commerce a fait véhiculer des idées, il a fait véhiculer des connaissances, il a créé une sorte d'unité entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Un commerce donc basé sur l'or. Des études récentes évaluent les quantités d'or importées à plus de 40 tonnes par an. Elles transitaient par des routes qui ont évolué avec le temps au gré des ressources et de la sécurité. Ce commerce a participé à la création de plusieurs centres urbains comme Sijilmassa, Hermet, Fès, Marrakech, Tombouctou, Gao ou encore Djenné. Nous trouvons dans les sources arabes, chez les géographes arabes, depuis le 9e et le 10e siècle, des extraits parlant en fait de l'abondance de cet or et en même temps l'importance des relations entre le nord de l'Afrique, entre le Maghreb et les pays producteurs de l'or. Et en même temps, ces géographes ont décrit la multiplication des itinéraires à partir du Xe siècle, sachant qu'il y a d'autres objets archéologiques, il y a d'autres extraits plus anciens, comme par exemple un texte de Hérodote qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine, qui parle de tentatives, en fait, par voie maritime, cette fois-ci, pour accéder à ces zones où il y a une production importante de l'or. À travers une sélection d'œuvres et de monnaies frappées par les rois et les émirs, un regard inédit est apporté sur le commerce de l'or en Afrique. Un commerce qui a ainsi favorisé la mobilité des hommes, des cultures et des idées. Il y a un autre aussi, un élément de taille, les confréries religieuses, essentiellement par exemple le Tijaniya ou le Ktaniya, etc., dont les disciples se trouvent maintenant en Mauritanie, au Sénégal, au Niger, au Mali. Ce qui fait que... Et tout ça, c'est grâce en fait à ces contacts que ces régions ont eus grâce au commerce. Un élément très important que les historiens et les archéologues maintenant sont en train d'étudier, c'est la multiplication, puisque au début de l'islam, par exemple, vers le 8e, 9e siècle, nous n'avions que 2, voire 3 itinéraires reliant les parties nord et les parties sud. Et brusquement, vers le milieu du 11e siècle, voire le 12e siècle, nous avons une multitude d'itinéraires reliant les parties nord et les parties sud. Donc il y a un mouvement qui s'est accentué avec le temps
entre les deux rives, et donc il y a une mobilité. Et par exemple, si nous prenons Ibn Battuta, le grand géographe du XIVe siècle, il parle d'une famille, le Moqri, dont les membres de la famille sont installés, l'un à Tlemcen, l'autre à Fès, le troisième à Sijil Massa, et puis le quatrième à Tombouctou. Et qui sont en fait, c'est une petite société dont les antennes se trouvent de part et d'autre du Sahara pour organiser le commerce, mais en même temps pour faciliter en fait cette circulation qui va au-delà du Maroc, puisque le Maroc à un certain moment il a joué le rôle d'intermédiaire entre ces pays situés au sud du Sahara et le sud de l'Europe, c'est-à-dire la rive nord du bassin méditerranéen. سكنتي مدينة سولي زاد وكبرت في مدينة تارودان وتنعيش في أكادير دابا. Assalamu alaikum, je m'appelle Sega Sek, je suis originaire du Sénégal. Je suis batteur de ce beau projet Djoko. يعقوب فولا وحسين من منطقة أكادير بالضبط متشكل المطوار الآلة اللي كنعزف عليها آلة الرباب راه تقريبا كاع المغاربة كيعرفوها. Je m'appelle Ali Keita, je suis musicien balafoniste. L'instrument s'appelle le balafon. Chido Thomas, artist name, le nom artistique. Je suis de Mozambique parce que je vis à Barcelone. J'ai fait partie de grand projet de Djoko. Djoko, le quintet musical et vocal traçant un trait d'union entre le Maroc, le Sénégal, le Mozambique et la Côte d'Ivoire, c'est eux. 5 musiciens issus de plusieurs mondes, mais tous du continent africain. Ils se sont trouvés un groove commun, funky et bouillonnant, en mélangeant leur rythme et leur langue. The past season, I changed everything and I have a new pedals. The sound now is better. You know, yesterday it was on the stage in Bataclan with Nguyen Le, you know? Okay, yeah. And my instrument was more than Nguyen Le. With the new system, it's like powerful. مزيان. يا واتي معالا داك الصوب لي عالا. صدقة إثارة. غمقت على Nguyen Le. Wow. يا سلام. No. They have more pedals and yeah, it's gonna be cool today. Yeah. And maybe Digital Medi. Djoko est un mot wolof qui signifie l'union, tout un programme pour ces artistes. You know, sometimes we need to be fast, you know, so I just brought them just in case, you know. But can it be instrument? Les murs du théâtre Mohamed V de Rabat vibrent. Le groupe prépare le concert d'inauguration d'Afrique en capitale. Une basse, une batterie, un balafon, un violon, un rbeb et le tour est joué. Ça tape. Oui, effectivement.
Le groupe a été créé l'an dernier ici même à Rabat lors d'une résidence d'artistes. Depuis, le groupe se retrouve régulièrement pour des concerts, mais pas toujours facile de se réunir. Ils vivent dans différents pays d'Europe ou au Maroc. Mais quand cela arrive, c'est un véritable festin de rythme et de sonorité. Ça fait 1 an, en fait, pour mettre ça en place, j'ai vendu au Mawazine je voulais faire un hommage à Mahmoud Guinea. Et pour faire cet hommage, il me fallait une tête d'affiche. La tête d'affiche était toute trouvée puisque j'ai travaillé 13 ans avec Omar. D'ailleurs, on était venu au Mawazine avec Don Big il y a 6 ou 7 ans. Donc on a reproposé Omar, mais avec quelque chose de complètement différent. On a invité Majid Bekas, on a invité la famille de Mahmoud. Bien évidemment, c'était au départ pour faire l'hommage. Quand j'avais choisi ces personnes pour faire l'hommage, mais en fait, en faisant la résidence, les personnes vivant au Maroc ne pouvaient pas venir parce que pas de passeport, parce que pas de moyens, parce que j'ai tout fait à fond propre. Je ne pouvais pas faire venir tout le monde, c'était pas possible. Donc j'ai fait avec le noyau de ces 5 personnes. Omar est venu nous rejoindre sur la fin de la résidence. Et en travaillant pendant 4 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, rien que le groupe des 5, j'avais juste quelque chose d'incroyable en main. Et donc, ils ont appris à se connaître. On est encore au stade de la rencontre, on est encore au stade de l'échange, on commence à travailler. Il manque la direction, il manque plein de choses, mais il y a une telle joie, une telle générosité que j'ai vraiment confiance et on se régale. Voilà. Alors on y va. Nous restons à Rabat pour aller à la rencontre d'Abdoulaye Konaté. L'artiste malien a habillé pour l'occasion le tram de la capitale. Abdoulaye Konaté, qui a étudié entre Bamako et Cuba, est habitué à parcourir le monde pour s'inspirer. Et c'est une occasion pour montrer la création artistique actuelle des artistes en Afrique. Je pense que c'est une très bonne chose, une très très bonne chose. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des œuvres dans le métro du Portugal et d'avoir aussi des œuvres sur des façades de bâtiments en France. C'est juste après les années 90 que j'ai commencé à utiliser le textile. Et dans le textile, maintenant, j'ai travaillé le textile comme forme d'expression. Et donc depuis lors, j'ai commencé à diminuer le nombre de textiles utilisés parce qu'il y avait beaucoup de textiles industriels, de textiles de tissage traditionnel. Là actuellement, je suis presque à 80 ou 90% sur le bazin qui est un tissu qui est fabriqué en Allemagne, en Autriche, un peu aujourd'hui en Chine aussi, mais qui sont des marques déposées par des grands commerçants maliens. Et au Mali, on a énormément de teinturières. Il y a plus de 200 ateliers de teinture à Bamako seulement. Donc je profite de ça pour vraiment travailler tout ce qui est couleur, tout ce qui est forme dans mes créations. Je le sentais un peu, parce que quand il a relié le rythme, Ce qui est incroyable dans un pays, c'est d'avoir, vous avez le désert, vous avez la mer. Moi je dis, si jamais ce rythme continuait, c'est sûr que le Maroc va être le pays incontournable pour découvrir la culture africaine. C'est à l'espace CDG de Rabat qu'Abdoulaye Konaté expose ses dernières créations, l'étoffe des songes. Il
s'agit en fait d'immenses tableaux à partir du bazin, un tissu traditionnel malien. Aujourd'hui, son travail artistique avec ses languettes de bazin mises bout à bout pour faire de grandes toiles et finalement entre peinture, sculpture et installation. Abdoulaye est content de son séjour au Maroc. L'exposition te plaît, l'espace, voilà. Et pour ce faire, on a noué un partenariat avec la Galerie 38 en tant que fondation CDG pour ramener l'artiste malien de renom qui est Abdoulaye Konaté. Donc on est heureux de l'accueillir. C'est suite donc à ce partenariat public-privé qui nous a permis d'aller de l'avant, de ramener cet artiste et surtout de pouvoir faire ensemble une exposition niveau muséal, quelque chose d'extraordinaire et de montrer le travail de Konaté avec le tissage et surtout la fusion entre le travail et le tissu de Konaté avec les tissus marocains, notamment de Ouazani. Et ce mixage et ce travail a fait qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous une production extraordinaire et fabuleuse qu'on souhaite que le public puisse venir voir et revoir. Les installations textiles d'Abdoulaye Konaté, entre figuration et abstraction, échappent aux modes et aux conventions de l'époque. Elles sont intemporelles et universelles. L'utilisation du brocart de Fès et des broderies faites à la main est un dialogue avec le bazin teint au Mali. Pour Abdoulaye Konaté, il ne s'agit pas d'avoir une étoffe particulière du Maroc. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver une trame, une texture, une couleur. En allant plus loin, il fallait apporter une touche marocaine avec une rencontre qu'il aurait pu faire avec des artisans, par exemple. Et comme le propre du travail d'Abdoulaye, c'est de travailler avec le textile, et tout simplement, l'idée a été proposée de le faire rencontrer des grands malèmes dans le domaine du tissage, du brocart, de la broderie traditionnelle du Maroc. Et on est beaucoup allé à Fès, parce que forcément on trouve des pures beautés dans cette ville. Il a rencontré entre autres le dernier grand maître du brocart, le maître El Hadj Abdelkader Ouazani, à qui il rend hommage d'ailleurs dans une de ses œuvres. Et la rencontre a été assez sublime, et il y avait une atmosphère assez magique, on avait la chair de poule. Le bazin artisanal offre une gamme infinie de couleurs. Sous les doigts de Abdoulaye Konaté, la toile devient un vaste trompe-l'œil qui égare le spectateur. Il l'invite à recréer ses propres perspectives. Le côté traditionnel que j'utilise, c'est beaucoup plus d'abord la philosophie, mais aussi l'esthétique de l'Afrique. Bien sûr, on a vu ces grands maîtres qui ont utilisé les formes de sculpture africaines, qui ont permis aux artistes contemporains d'être écoutés, d'être vus sur le marché international. Mais moi, ma lecture, c'est que avec ce qu'on a comme culture, on peut créer de nouvelles choses. C'est peut-être difficile, mais je pense que tous les continents se sont développés, ont créé leur culture en fonction du matériel qu'ils ont dans leur environnement. Et ça ne me gêne absolument pas de retravailler ce matériel que j'ai dans l'environnement, tout en sachant qu'il y a la possibilité aujourd'hui, avec le numérique, avec la nouvelle technologie, d'aller beaucoup plus loin et de faire un langage, je dirais, entre parenthèses, international, pour qu'on soit compris et accepté dans la culture universelle, qui n'est pas seulement pour nous le passé. Bien sûr, le passé, on a eu des gens qui ont fait beaucoup de choses
sur la culture en Afrique. Et je pense que si notre génération n'arrive pas à créer de nouvelles choses, notre existence n'aura pas de sens. Ailleurs, la Villa des Arts propose Gaïa à travers ses miroirs, une exposition de peinture et d'installation. Des artistes majeurs du Maroc, du Congo, du Mozambique, du Bénin ou de la Sierra Leone représentent la terre dans tous ses états. D'abord, il y a une partie où la terre, la nature est représentée à travers la beauté de la femme. Donc il y a pas mal il y a un portrait d'une femme, beauté africaine et tout ça avec le poème de Senghor qui parle exactement de ça. Ensuite il y a des sculptures, il y a cette œuvre qui a été réalisée par Ulrich Zouanda et Mohamed Griech et qui exprime la terre à travers la beauté et l'esthétique féminine. De l'autre côté, c'est le rapport du vivant à son environnement. D'où cette installation des artistes migrants Sadi Bousso et Ibrahim Afal, où ils ont imaginé des êtres vivants voguant sur le sol et tout ça, avec quelques symboliques de l'arche de Noé. Et puis la peinture des mêmes panés, sur laquelle il m'a raconté un petit peu les conditions de réalisation de l'œuvre, qui s'appelle Vata Vata. Et en fait, Vata Vata, c'est le nom d'un mouvement de contestation contre Mobutu, qui incitait les jeunes à oublier le contexte politique et vivre tout simplement et célébrer la vie à travers la danse et la musique. Voilà. Ensuite, il y a une troisième partie qui est tout simplement la représentation de la nature, où il y a des œuvres de Yamou, et la représentation paradisiaque avec des références terrestres qui sont représentées par les œuvres de Saladi et Wardiri. L'exposition rassemble une trentaine d'artistes qui font dialoguer les œuvres les unes avec les autres. Une interaction entre les créations qui fait la richesse exceptionnelle de cette manifestation. C'est-à-dire que le thème de la Terre, il est toujours présent. Elle est la source d'inspiration principale. Et le but était de pouvoir rassembler un maximum de points de vue et de regards. C'est assez consensuel comme thématique. Dans ce contexte-là, j'ai pu intégrer le travail de certains migrants qui sont en fait plus artisans qu'artistes, et leur donner la possibilité de réfléchir sur la thématique et de s'exprimer d'une façon plus singulière. Je pense qu'il n'y a pas meilleur pays actuellement, personnellement, hein, ça c'est mon humble avis, pour pouvoir suivre une démarche artistique comme ce que je fais. Voilà, je pense que c'est un pays qui a un gros carrefour, c'est un gros carrefour entre l'Occident et l'Afrique. Ça permet à tous ceux, par exemple, même le climat, le climat est changeant. En tout cas, moi, tout ce que je sais du Maroc, c'est que c'est un Maroc qui a les bras ouverts au monde. Voilà. Et moi,
je suis très fier d'être là. Et je crois que je vais rester encore un peu plus. Je ne veux pas m'y aller, de si vite. Et c'est comme je dis tout le temps, en fait, que la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est un peu comme frères et sœurs. Parce qu'on a à peu près le même cœur ouvert, pas seulement qu'aux étrangers qui viennent, mais même dans notre culture. On aime bien entremêler certaines cultures et puis découvrir. Voilà, donc pour moi, ça a été une très belle découverte, le Maroc. Et puis je pense que, vu tout ce que Sa Majesté est en train de faire, je pense que ce serait bien d'être dans le train. Retour chez Djoko. La formation est jeune et chacun de ses concerts est une expérience africaine riche en possibilités. Pour l'African Capital ici à Rabat et d'avoir partagé avec le public marocain ma passion pour la musique et comment on dit ça, mon espoir en l'Afrique. African Capital est une ouverture sur l'Afrique d'aujourd'hui, une Afrique tournée vers son avenir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Medi Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes.